Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va parler de conseils. J'ai un invité qui est un producteur indépendant vraiment très cool. Il est multicasquette, il sait faire plein de choses, il a 10 ans d'expérience dans l'audiovisuel et il va te parler de court-métrage. Il va te donner 5 astuces, 5 gros points pour tout simplement éviter les erreurs et pour réussir ton premier court-métrage ou alors ton moyen-métrage ou alors ta web-série. Voilà, quelque chose qui est, on va dire, plus de la fiction, pas vraiment une vidéo YouTube, mais qui est plus axé fiction pour raconter des histoires. Donc comment mener à bien ces projets, c'est vraiment quelque chose dont je veux parler plus. Et on commence là avec Manu. Maintenant, il va y avoir d'autres vidéos, une autre vidéo plus tard, toujours avec Manu, où on parlera de comment trouver de l'argent, du financement pour ton court-métrage. C'est des vidéos qui vont être un petit peu plus longues parce qu'on veut vraiment vous apporter un maximum de valeur. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, tu peux aller jeter un coup d'œil sur Maximus University. Là, tu as la formation à laquelle Manu a participé puisqu'il a été le producteur de la journée de tournage, puisqu'on a tourné des rushs exprès pour la formation montage fiction, elle s'appelle. Et donc, c'est simplement une formation dans laquelle je t'apprends à faire du montage, la technique bien entendu qui va autour, de façon à ce que tu puisses amener les rushs dans ton projet, gérer ton projet, etc. Mais c'est pas axé technique, c'est vraiment axé montage, recherche de montage, dérushage, les techniques, les différentes techniques, les grandes méthodes. Donc on va apprendre à monter 2 scénettes et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir Manu, parce que je l'ai fait travailler et après je lui ai dit Manu, ce serait bien que tu donnes des bons conseils. Et donc du coup il est venu donner des bons conseils et on regarde ça tout de suite. Manu, veux-tu bien t'introduire s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Laurent, je suis producteur et réalisateur de courts-métrages et moyens-métrages entre autres, mais c'est pour ça que Max m'a fait venir aujourd'hui. Ouais. Donc que ce soit clair aussi, j'ai pas touché à des longs-métrages, donc tous les conseils que je vous donne, ça s'applique aux courts-métrages, vraiment. Le long-métrage, je dis pas que c'est différent, parce que la logique est à peu près la même, mais c'est une échelle différente, et ça change beaucoup de choses, sachant que l'audiovisuel, ce ne sont que des détails, en fait. C'est comme dans un mariage, en fait. C'est pas les grosses choses qui font rater les mariages, c'est les petits détails. Ouais. Les films, c'est pareil. Si le mariage veut pas dire oui, par exemple. Non, ça c'est un gros détail. D'accord. Ça c'est un gros détail. Mais en général, t'es censé avoir prévu ton coup, quoi. Tu vois, Ouais. donc tu lui demandes pas au milieu C'est de pas nulle un part. pro la veille, quoi. C'est pas un pro la veille. Okay. Le rapport au court-métrage? Bah, la métaphore, c'est que quand on veut faire un court-métrage, quand on est porteur de projet, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens, on a une sorte d'urgence à le faire, tout le temps. Si on se dit, il faut que je le fasse maintenant, parce que si je le fais pas, je vais rater ma vie. Surtout quand on commence à en parler autour de soi, on en parle aux gens, et les gens me disent, mais c'est génial de faire un court-métrage, t'as raison, vas-y, fonce. Ouais, sauf que ces gens-là ne savent pas forcément ce que ça implique de faire un court-métrage. Et donc c'était sous cette forme d'urgence en fait qu'on retrouve, parce qu'un court-métrage c'est un aboutissement en soi. Ouais. On a la chance d'être dans un milieu où quand tu finis un film, il est fini. Ouais. Ça a été dur, t'en es arrivé là, mais ça y est, il est sur l'écran, tu ne vas plus y toucher. Ouais. Donc tu peux passer à autre chose, tu peux tourner la page. Il y a un truc qui est important à dire sur ce truc-là d'urgence. Si tu veux faire un court-métrage mais que t'aimes pas le process de faire un court-métrage, que tu le connaisses ou que tu sois en train de l'apprendre, ce process qui te permet de faire ton court-métrage, donc écrire un scénario, chercher des acteurs, etc. Si t'aimes pas le process, que ton objectif c'est juste d'avoir le court-métrage final et que tu meurs d'envie chaque jour d'avoir ce court-métrage, tes chances elles vont être vachement diminuées et tu vas être moins bon et ton court-métrage sera moins bon parce qu'il faut que t'aimes le process. Si t'aimes pas le process, la destination elle a plus le même goût au final. Maintenant qu'on a fait cette petite intro, on peut passer aux 10 conseils. Manu, c'est à toi, tu peux parler autant que tu veux. Le premier conseil, ce sera un conseil linguistique. C'est de rayer de votre dictionnaire les mots rapides, faciles et pas chers. Parce que ça n'existe pas en audiovisuel. Très simplement, rapide, ce n'est pas rapide de faire un film, c'est impossible d'être rapide. On peut faire un clip rapidement, parce qu'un clip, il n'y a pas forcément de continuité logique, il n'y a pas de prise de son, il n'y a pas de costume, make-up, décor, on peut se passer de tout ça pour faire un clip. Mais un court-métrage, c'est une chorégraphie entre tous ces corps de métier qui sont obligés d'intervenir dans un ordre précis. Pour laisser la place à la fois à la mise en scène, aux lumières, au son, make-up, costume, décor et ainsi de suite, on est obligé de prendre du temps. C'est frustrant parfois d'ailleurs, parce que même quand on regarde des techniciens, on a l'impression que les 3/4 du temps ils font rien, c'est normal. C'est parce que tant que le mec d'avant a pas fini, tu peux pas commencer ton travail. On ne peut pas placer les micros et le son avant d'avoir fait les lumières. Mais une fois que tu as placé les lumières, tu es obligé de laisser la place au son, ne serait-ce que si tu as une perche, pour t'assurer que la perche, en se déplaçant, ne fasse pas d'ombre. Faut lui laisser le temps de trouver un angle d'attaque en fait, et ainsi de suite. C'est toujours un peu comme ça. Donc ce n'est pas rapide de faire de la vidéo, c'est impossible de faire un court-métrage rapidement. Facile, bah même principe, c'est pas facile de faire un film, pour des questions de temps, pour des questions d'argent dont on va parler après, mais aussi et surtout parce que c'est un travail d'équipe. Tu as toute une équipe autour de toi, donc ça demande du dialogue, de la coordination, de la diplomatie, de la pédagogie, que des choses qui sont déjà pas naturelles à tout le monde,
qu'on peut avoir ou pas. Mais si on les a pas, du coup, il faut savoir s'entourer de personnes qui les ont à notre place. Et donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et quand on travaille en équipe, bah forcément, tout est beaucoup plus difficile. Et pas cher, bah forcément, ça découle de ça. Il y a une somme de coûts cachés dont on ne peut pas se dispenser et qui sont réels. Donc moi, j'ai l'habitude de compter entre 1000 et 2000 euros par jour pour un court-métrage, tout simplement pour les déplacements, les hébergements, la nourriture, la location de matériel même. On a toujours besoin d'une ou de lumière, de batterie, de choses de secours, et les imprévus, évidemment. Et après, mais ça c'est ma philosophie, il y a certains postes que je rémunère toujours, les gens qui apportent leur propre matériel. Donc je considère, même si c'est 50 ou 100 euros par jour, pour le make-up ou pour le son, puisque c'est souvent ces deux postes-là en fait, voilà, je le fais parce que c'est normal. Ils ont des frais, donc il faut pas qu'ils payent pour venir faire votre film, en fait. C'est ça la principale. Ouais, faut vraiment préciser un truc qui est important, c'est que on parle dans ce premier conseil, et tous les conseils vont être destinés vraiment à ça, c'est ce qu'on appellerait en anglais l'indie filmmaker, donc le filmmaker indépendant, le réalisateur, le créateur indépendant. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas vraiment ceux qui vont avoir la chance d'être parmi les très peu qui vont avoir un court-métrage produit avec de l'argent et des professionnels qui vont être payés, etc. On parle vraiment de je fais ça avec des bouts de ficelle ou du moins avec ce que je peux trouver comme budget, même si j'ai un petit producteur ou quelqu'un qui me donne de l'argent ou du crowdfunding, ça peut être une très bonne idée aussi. On parle vraiment de ça, de vraiment avec peu de moyens. Donc tu peux pas dire tiens je vais payer tout le monde au prix de la convention parce que c'est pas réaliste quoi. C'est vrai que c'est un peu un deuxième point que j'ai vécu, donc c'est qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu en fait. De mon expérience, je passe du film indé au film produit et il n'y a pas de mi-chemin, il n'y a pas de film semi-produit en fait. Parce qu'à partir du moment où tu es produit, tu dois déclarer les gens, donc on déclare rarement tout, mais on doit quand même déclarer. Du coup ça fait exploser le budget à cause des charges, à cause de tout ce que ça comprend, d'embaucher des gens de manière légale et déclarée. Donc c'est vrai que ouais, tu touches des aides, c'est génial, mais tu es obligé d'avoir toutes les aides pour pouvoir faire ton film. Et ça peut bloquer le processus, en fait. Donc imaginons, t'étais parti pour faire un film avec 5000 balles en autoproduction, tu chopes une aide, du coup qui te rajoute, on va dire 10 000, donc t'es passé à 15 000. Du coup dans ta tête, tu te dis, waouh, c'est champagne, quoi, je vais avoir 3 fois plus que ce que je pensais. Bah non, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu déclares tout, tes 15 000, c'est pas suffisant, il te faudrait 30 000. Ouais. Donc tu vas continuer à chercher des aides, et peut-être tu vas atteindre tes 30 000, mais tu as perdu 6 mois ou 1 an. Les deux marchent, tu peux faire des films en autoproduction, tu peux faire des films produits. Mais pour être produit, ça va demander beaucoup plus de temps. Pour le temps, il y a un truc qui est important à comprendre. Ce que disait Manu en son premier conseil, c'est ça, c'est que le temps, l'argent, tout est relié, parce que si tu veux bien faire ton court-métrage et que tu veux prendre le temps de le faire, tu vas dire, je prends 3 jours par exemple, et ben tu vas devoir payer les gens pendant 3 jours, donc ça va te coûter plus cher. Si tu veux essayer de le faire le moins cher possible, tu vas avoir moins de temps. Donc du coup, tu tires à chaque fois sur les cordes, et le problème c'est que tu peux pas avoir toutes les cordes à la même taille, c'est pas possible. Donc il faut trouver le juste milieu, et après ça vient aussi avec l'expérience, parce que du coup, tu sais ce que tu es capable de faire, ce que ton équipe est capable de faire, et du coup, ce que tu peux entreprendre ou non, quoi. Le deuxième conseil, il est simple, c'est l'honnêteté. Elle se présente sous 2 formes, parce que quand on débute, quand on manque d'expérience, on peut être très honnête avec son équipe et leur vendre malgré tout des conditions de tournage qui ne vont pas être vraies, en fait. C'est ça, on est emporté par son enthousiasme. On va dire ça va être génial, j'ai de quoi faire un film, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées par manque d'expérience. Mais en tout cas, essayez d'être le plus honnête possible. Ça sert à rien de prendre des libertés avec la réalité. Ne leur faites pas croire que vous avez des moyens dont vous ne disposez pas ou dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir disposer. Il faut leur parler uniquement des choses dont vous êtes sûr à 200%. Parce que vous allez bosser avec des gens qui sont des professionnels et qui veulent devenir des professionnels. Donc eux, c'est leur métier et c'est leur passion. Du coup, ils peuvent accepter beaucoup plus que ce que pourraient accepter des gens venant d'autres métiers. Surtout pour le côté passionnel d'ailleurs, mais ça c'est encore autre chose. Donc ces gens-là, ils sont avec vous. Ils vont vous suivre, ils vont accepter des contraintes d'horaire, de travail, de surcharge, parfois de multitasking totalement absurdes. Ils vont le faire, ils vont rester. La seule raison pour laquelle vous pouvez les perdre, c'est effectivement si vous n'avez pas été honnête avec eux dès le début. Donc si vous préparez un court-métrage où ça va être l'enfer, vous leur dites dès le début, ça va être l'enfer, est-ce que tu acceptes quand même de t'engager là-dedans? S'il dit oui, après c'est sa responsabilité. Mais si vous leur vendez quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, ne vous étonnez pas après qu'ils se barrent en cours de route, parce qu'effectivement, c'était trop. Mentalement, ils n'étaient pas prêts à ça. Donc voilà, vous les avez piégés en fait, il ne faut pas les piéger. Tu peux avoir tendance à dire,
je vais arranger la vérité pour que les gens me disent oui, parce que justement je suis pressé, je suis dans l'urgence de faire mon truc ou quoi, ou j'ai perdu tel acteur ou tel machin, etc. Et en fait, tu peux très vite te rendre compte que d'avoir, entre guillemets, escroqué ou arrangé la vérité pour avoir cette personne, tu l'as dans les mauvaises conditions ou autre chose, hein, et donc, du coup tu peux le perdre aussi très très vite parce que le problème c'est que la supercherie ne dure pas forcément le temps qu'il faut, C'est ça. et tu te fais vite avoir. Le conseil suivant, c'est de bien s'entourer. Donc ça, de toute façon, c'est tellement évident que pourquoi en parler? Bah, tout simplement parce que bien s'entourer, c'est pas forcément prendre les meilleurs. C'est pas forcément prendre le top du top, c'est parce que ça peut se retourner contre vous. Bien s'entourer, c'est prendre des gens avec qui vous pouvez d'abord communiquer, qui partagent votre vision, qui partagent vos valeurs. Ça aussi, d'expérience, donc maintenant, bon, ça fait 10 ans que je fais ça, donc mon entourage, il est fait, j'ai les gens avec qui je veux travailler, je les connais. Mais ça a été un processus de sélection. Et en fait, c'était surtout les gens avec qui je m'entendais bien dans la vie d'abord. Donc, je les ai rencontrés dans le travail, hein, c'est pas des amis, c'est devenu des amis après. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de faire appel aux amis, ça sera le conseil suivant, je pense. Mais c'était d'abord des gens avec qui je partageais des valeurs. Voilà. Et ça, pour une raison toute simple, c'est que les valeurs, c'est l'éducation. L'éducation, on l'a ou on l'a pas. On n'est pas là pour être leurs parents, donc on peut leur apprendre des choses, mais l'éducation, bah, ils viennent avec, quoi. Tandis que le métier, mine de rien, ça s'apprend. Prendre des gens qui sont vraiment beaucoup plus expérimentés que vous, donc des comédiens ou des techniciens, peut se retourner contre le film. Parce que c'est des gens qui vont débarquer avec un vécu, sans doute plus grand que le vôtre, et qui risquent de prendre de la place. Ouais. Parce qu'ils voient que les choses avancent pas comme il faudrait, ils ont envie d'aider, donc ça part d'une bonne intention, il n'y a pas de problème là-dessus, ils ont envie d'aider, mais ils vont prendre un peu le rôle d'autres personnes. Donc on imagine si vous faites appel à un chef-op hyper expérimenté qui débarque avec son matériel, qui débarque avec ses assistants et tout le reste, et un chef-op qui est géré par un réalisateur et un assistant réalisateur qui, eux, seraient jeunes, le chef-op, il va commencer à vouloir aller plus vite que la musique, il va pas vous laisser le temps nécessaire dont vous avez besoin pour mettre en place vos trucs, et forcément vous êtes lent parce que vous manquez d'expérience, mais il va pas accepter ça. Donc il va prendre le pas sur l'organisation, puis il va commencer à parler aux comédiens pour que ça aille plus vite, puis il va commencer à refaire le découpage. Alors après, sachant que ça, c'est pas absolu non plus comme conseil, on peut faire appel à des gens très expérimentés qui vont totalement se fondre dans un projet, parce qu'effectivement, plus tu as d'expérience, plus tu apprends à travailler en équipe. Et travailler en équipe, ça veut dire se mettre au service de quelqu'un. Donc j'ai aussi connu des gens qui étaient... Enfin, c'est improbable d'avoir des gens aussi élevés, on va dire, dans le métier sur un court-métrage, et qui en fait étaient des perles absolues. Et heureusement qu'ils étaient là. Donc c'est à prendre dans les deux sens. Mais tout ça nous amène sur le dernier conseil du coup, que quand on fait un court-métrage, la maxime principale, c'est de limiter la prise de risque au maximum. Faire un court-métrage, c'est un risque énorme. Donc ça demande à ce que plein de paramètres s'alignent, comme des étoiles, que ça s'aligne en même temps pour donner des conditions de travail acceptables, pour donner un résultat propre à l'écran. Donc évidemment, toutes les fameuses incertitudes dont on parlait tout à l'heure, il faut considérer que dès qu'une chose peut mal se passer, elle va mal se passer. Faire appel à des gens qu'on ne connaît pas, c'est aussi une prise de risque, parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir sous pression, on ne sait pas comment ils vont réagir au sein d'une équipe. Donc c'est ça aussi le parallèle avec les gens plus expérimentés. Donc une personne plus expérimentée, ça peut être extrêmement positif, comme ça peut se retourner contre vous. Mais ça, on ne le sait pas à l'avance, tant qu'on n'a pas travaillé avec eux. Donc c'est considérer que tout ce qui est incertain, tout ce qui est risqué, va se retourner contre vous. C'est vraiment anticiper le pire en fait. Le pire dans toutes les situations. Et une fois que vous avez anticipé le pire, alors je dis pas, vous pouvez quand même avoir des surprises. C'est-à-dire que même quand on anticipe le pire, il peut se passer des choses encore pires. Mais au moins, vous allez développer un système de protection, vous allez développer des réflexes, d'aller chercher des solutions potentielles à des problèmes qui n'existent pas encore. Ça peut aller de trouver des toilettes au milieu d'une forêt à trouver un réparateur de matériel ou un magasin pour acheter une ampoule ou de la nourriture à proximité. Enfin, repérer les lieux avant, repérer la partie logistique. Alors c'est pas le travail du réalisateur, mais en tant que porteur de projet sur un court-métrage bénévole, vous serez sans doute amené à avoir plusieurs casquettes, vous serez sans doute amené à faire des trucs bassement matériels, d'organisation, donc vous serez amené à terme à développer ces réflexes de défense en fait, parce que tout est là pour défendre le film, pour défendre la vision du réalisateur. Un conseil qui est super important si tu décides et que tu as la chance de travailler avec des professionnels. Donc que ce soit des professionnels qui viennent de finir un long métrage
Et c'est voilà, ils ont la chance de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un ou autre. Donc que ce soit des professionnels qui commencent à faire certains films, donc qu'ils soient jeunes dans leur carrière ou moins jeunes, ce qui est super important, si toi tu n'es pas professionnel et que tu es débutant, etc., c'est que tu ne te prennes pas pour ce que tu n'es pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu essayes de communiquer avec eux comme leurs confrères, entre guillemets, ou les gens qui ont déjà l'expérience pourraient communiquer avec eux si tu ne sais pas ce que tu dis et que tu ne comprends pas les rouages, tout simplement parce que tu vas, passer pour une grosse quiche, et parce qu'on le voit direct, on le sent, on le voit, on l'entend, ceux qui essayent de jouer le professionnel, ça se voit, ou jouer l'expérience, ça se voit, et ça va te décrédibiliser, et ça va plus te desservir que ça va te servir, parce qu'une personne peut collaborer avec toi, comprendre que tu ne sais pas, et t'apprendre, et donc booster ton projet, alors que si tu arrives et que tu commences à dire des trucs, ce qui m'est arrivé 1,5 milliard de fois, des gens qui viennent et qui commencent à me parler, comme ils pensent que j'ai envie qu'on me parle parce qu'ils pensent qu'ils sont professionnels, et ça c'est encore un autre problème, c'est qu'il ne faut pas penser que tu es professionnel si tu ne l'es pas. Et en fait, ils se décrédibilisent direct, et du coup, tu perds goût au projet parce que tu te dis, ouais, en fait, c'est juste enfin, c'est pas sérieux, quoi. Donc voilà, ça c'est un manque de sérieux de se prendre pour ce qu'on n'est pas, et il faut juste rester à sa place et ne pas avoir peur de dire, je ne sais pas. Et de vouloir apprendre, voilà, parce que sinon tous ces trucs là c'est game changer, et ça te tue ton film, ça te tue tout, quoi. Qu'on fasse appel à des professionnels ou pas, qu'on soit jeune ou pas, quelle que soit son expérience, on est là pour défendre un film. On a envie de faire un film, on a envie d'avoir une vision, et cette vision forcément elle va passer entre les mains d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se l'approprier, à commencer par les comédiens mais aussi les autres postes, et le porteur de projet doit être suffisamment solide dans sa tête pour résister à toutes les tentations. C'est-à-dire que, imaginons, je vais reprendre l'exemple du chef-op, vous avez un chef-op extrêmement expérimenté qui va vous dire oui, je vais t'apporter du matériel, je vais t'apporter des lumières, je vais t'apporter des lieux de tournage, tout ça. Donc ça donne envie, évidemment, on ne va pas dire non. Sauf qu'on se rend compte que cette accumulation de ressources n'est pas utile, en fait. Ou alors va obliger à réécrire le scénario, va changer les scènes, et ainsi de suite. Donc c'est là aussi où, quel que soit son âge, le porteur de projet doit être suffisamment fort pour dire non, parfois, dans l'intérêt du projet, à des gens qui ont pourtant beaucoup plus d'expérience que lui, ou pas. Mais en tout cas, avoir les épaules de se dire que c'était ça sa vision, et il doit y rester, quoi qu'il en coûte. Il faut considérer que l'intérêt du porteur du projet et l'intérêt de l'équipe sont totalement divergents. L'intérêt du porteur du projet, c'est de faire le meilleur film possible. L'intérêt de l'équipe, c'est de travailler dans de bonnes conditions. Sauf que pour faire le meilleur film possible, c'est faire des horaires à rallonge, c'est viser des situations difficiles, des situations de mise en scène compliquées, lourdes. Donc on va totalement détruire le confort de l'équipe. Le confort de l'équipe doit passer après, mine de rien. Et ça, il faut que l'équipe le comprenne aussi. C'est de l'exploitation volontaire contre expérience. C'est de l'exploitation volontaire contre expérience. Mais voilà, l'intérêt du porteur de projet n'est pas celui de son équipe. Un autre truc qui est important à comprendre, c'est que les gens qui travaillent sur ton film avec toi, qu'ils soient professionnels ou pas, c'est normal qu'ils aient potentiellement rien à foutre de ton projet. Je veux dire par là que c'est pas leur projet, c'est pas eux qui sont depuis 1 an, 2 ans, 2 mois, 1 mois à développer ce projet, à l'écrire, à suer, à aller chercher de l'argent. Pour eux, ça représente forcément beaucoup moins que pour toi. Ça veut pas dire qu'ils ont rien à foutre vraiment, ça veut pas dire qu'ils vont pas faire leur maximum, ça veut pas dire qu'ils aiment pas le projet, ça veut pas dire qu'ils aiment pas leur métier, ça veut pas dire qu'ils vont pas essayer de faire les meilleures images, le meilleur son, etc. Mais ça veut dire que il faut que tu puisses comprendre que ça leur tient pas forcément autant à cœur ou à corps que à toi, puisque tout simplement, toi, c'est ton projet, c'est ton bébé, et eux, c'est pas leur bébé. C'est un coup de main, un job, une expérience, mais c'est pas leur bébé. Et voilà, c'était les conseils de Manu. Donc tu vois, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, parce que vraiment l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur, et surtout, voilà, on va pas se retenir sur nos conseils. Bien sûr, des conseils, tu peux en avoir encore plus en regardant la prochaine vidéo qui sortira avec Manu aussi. Et tu peux regarder aussi la vidéo que j'ai fait moi sur comment faire ton découpage et ton placement de caméra avec un petit logiciel sur iPad, c'est vraiment cool. Et puis après, il y a un petit making-of aussi qui va être disponible sur justement cette journée de formation, enfin de tournage, où on a tourné les rushs qui servent à la formation montage. Donc c'est vraiment, tu vois, si tu prends la formation montage, tu vas avoir toute la formation, hein, comme d'habitude. Donc formation technique, formation artistique, voilà, comment faire les choses dans le logiciel, mais surtout accès vraiment montage. Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir des rushs, parce que sinon, bah, tu vas pas monter rien. Donc du coup, on a tourné des vrais rushs. Voilà, on a pris l'argent, on l'a posé sur la table, et on a dit on va tourner une vraie journée avec des vrais acteurs, des vraies caméras, le vrai matos professionnel, dans les vraies conditions, pour tourner des vrais rushs, pour pouvoir faire une belle formation. Donc si la formation t'intéresse, tu peux aller voir sur Maximus University.
Tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo, tu vas être amené vers la page, tu vas pouvoir consulter et voir si ça t'intéresse. Et peut-être nous rejoindre, ça ce serait vraiment cool, je compte sur toi. Et sinon, tout simplement, tu peux regarder la prochaine vidéo, si elle est disponible, elle est dans le i là-haut. Et sinon, écoute, tu peux attendre la prochaine vidéo et qui te plaira aussi sûrement. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'aidera. N'hésite pas à mettre en commentaire les meilleurs conseils que tu as retenus ou si tu as toi des conseils d'expérience, parce que ça c'est génial. Les conseils d'expérience, c'est encore mieux que la théorie. Et surtout, n'hésite pas à nous dire si ça t'a servi pour réaliser ton court-métrage à toi. Voilà, j'arrive plus à parler, donc je te dis à plus.